Zakwedi, Kalatoumi Abdelhadi. Et ce matin, Kalatoumi Abdelhadi, justement, vous recevez celui qui nous a bien confirmé dans ce studio qu'il n'est pas ni le préfet des Maquis, ni le préfet des Roussettes, mais le préfet des Mayotte. Le préfet, du coup, de tous les êtres vivants de Mayotte. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes avec François-Xavier Bieville. Bonjour. Bonjour à vous tous, à toutes les Mahoraises et tous les Mahorais qui nous écoutent ce matin. Merci d'être avec nous ce matin. D'abord, cette tempête tropicale qui s'annonce. Monsieur le préfet, est-ce que dans sa trajectoire, Mayotte sera touchée ? Alors, on est évidemment très attentif à cette nouvelle formation qui est aujourd'hui à 2000 km de Madagascar. Elle est en train d'avancer. Elle sera sans doute beaucoup plus basse que les deux autres événements que nous avons connus, Chido et Dikiledi. Par conséquent, il y a de fortes chances, et nous l'espérons bien sûr, que cette tempête vienne s'écraser sur Madagascar, perdre de l'intensité et par conséquent se dévie plus vers le sud. Alors après, est-ce que c'est une tempête tropicale intense ? Est-ce que ça sera une tempête tropicale modérée ? C'est tout l'enjeu pour nous de cette analyse. On fera un point de situation aujourd'hui avec Météo France à 13h, donc on aura plus de renseignements. Et à ce moment-là, on sera en capacité de se dire, est-ce qu'on enclenche de nouveau un système d'alerte ou est-ce qu'on reste en vigilance ? Et en termes d'impact, on parle de la fin de la semaine, dimanche, c'est ça ? On parle effectivement, probablement, durant le week-end et très probablement dans la nuit de vendredi à samedi dans la journée. Alors, je vais rester dans le scénario catastrophe. Si jamais on devait être touché par cette tempête tropicale, quel dispositif, quand tous les hébergements d'urgence aujourd'hui sont touchés ? On va être obligé de prendre un certain nombre de mesures qui permettent de mettre en protection un certain nombre de personnes, les personnes les plus vulnérables, comme d'habitude. Je pense que, comme Dikiledi, on sera sans doute amené à solliciter l'ensemble des acteurs qui sont en capacité de mettre ce dispositif d'urgence en place, notamment les mosquées. On avait, durant Dikiledi, sollicité le Grand Cadi, et je le remercie infiniment d'avoir bien voulu souscrire à cette idée. On sera sans doute obligé de solliciter également les établissements scolaires qui le peuvent encore, et donc il faudra qu'on se mette en ordre de bataille pour faire en sorte d'offrir des possibilités. Mais je dois dire une chose, avant tout, c'est que si nous sommes amenés à faire ça, nous ferons en sorte que les hébergements d'urgence soient libérés le lendemain même. Moi, je ne laisserai pas dans les hébergements d'urgence des personnes qui pourraient rester encore plus longtemps, tel qu'on a pu le savoir avec Dikiledi. Il faudra absolument libérer le plus rapidement possible les hébergements d'urgence qui auront été sollicités, et notamment les écoles. Il est hors de question qu'on ait des écoles qui soient de nouveau occupées pendant de trop longues semaines. Vous avez parlé de mosquées, transition toute trouvée. Hier, on vous a vu à Mangajou pour la distribution des aides alimentaires par les mosquées de Mayotte. On connaît la polémique qu'il y a eu autour de ces denrées avec ces accusations de détournement par les maires et les agents municipaux, mais de l'avis de tous, dès le départ, il n'y avait pas assez de denrées pour tout le monde, pour toute la population de Mayotte. Est-ce que le problème n'est pas là ? Le problème, d'abord, je voudrais dire que moi, je ne rentre pas dans les polémiques. J'ai travaillé avec les maires pendant cette période Chido de façon très positive. On me dit que les maires n'avaient pas été consultés. Je m'inscris en faux. J'ai créé des groupes WhatsApp avec les maires. Je pourrais les montrer à qui voudrait l'entendre. Certains disent qu'ils n'avaient aucun contact avec la préfecture. Non, c'est totalement faux. On a créé un groupe WhatsApp qui a fonctionné pendant toute la période de Chido. Des groupes Il n'y avait WhatsApp. pas de réseau. Comment ça fonctionnait ? Non, ça a très bien fonctionné. On a eu très vite l'installation des Starlinks. Et c'est les Starlinks qui ont permis d'être en réseau avec les maires pendant toute cette période. Donc, dire que les maires n'ont pas eu de contact avec la préfecture, je m'inscris en faux par rapport à cela. Mais je ne vais pas rentrer dans ces polémiques-là. Je pense qu'on n'est vraiment pas, dans cette période de Ramadan, enclin à devoir provoquer des polémiques. Donc, j'écarte ces sujets-là. Ensuite, est-ce qu'il y avait assez ou pas assez ? Je rappelle que cette nourriture et cette eau qui a été distribuée pendant Chido n'avait pas vocation à être donnée à l'ensemble de la population mahoraise, mais à la population mahoraise la plus en nécessité, celle qui en a eu le plus besoin. Est-ce que tout le monde n'était pas en nécessité quand on voit... Ok, il y a eu la population vraiment la plus précaire dans les bidonvilles qui ont tout perdu, mais dans les villages, les maisons en dur, beaucoup de personnes ont perdu leur toit, ont tout perdu. Donc tout le monde était sinistré. C'est la raison pour laquelle moi me suis adressé aux communes en leur disant « Passez par votre CCAS parce que c'est le CCAS qui connaît le mieux la situation de votre population. » Je prends l'exemple de la commune de Pamandzi. La commune de Pamandzi, elle a sollicité son CCAS
Elle a engagé des jeunes pour aller distribuer. Elle a constitué des colis et ensuite elle est passée dans les rues, dans les maisons où elle savait qu'il y avait des personnes en difficulté. Des personnes âgées, des personnes qui étaient en situation de précarité. Donc il y a tout un ensemble de communes qui ont très bien fonctionné. D'ailleurs, moi je n'ai pas remis en cause le fonctionnement des communes. Je rappelle quand même que la polémique est née d'un article du Monde. Le préfet n'est pas rédacteur du Monde. Il est ni rédacteur du Monde, ni le préfet des Maquis. Mais il y a une enquête de la répression de fraude. Il est dit dans l'enquête. Alors, il y a une enquête de répression des fraudes qui est engagée aujourd'hui parce que nous avons des difficultés sur l'eau. Et nous avons un certain nombre de sujets qui nous permettent de constater qu'il y a une eau en bouteille revendue à des tarifs qui sont absolument prohibitifs, 12, 14, 16 euros le pack. Et par conséquent, moi j'estime qu'il faut arrêter ce trafic d'eau. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai mis un arrêté qui limite le prix de l'eau. Et par ailleurs, je veux absolument faire la chasse aux petits malins qui aujourd'hui s'amusent à revendre de l'eau alors que tout le monde en a besoin et que la pénurie est organisée pour évidemment faire en sorte que on ait moins d'eau sur le marché alors qu'il y a de l'eau. Pourquoi ne pas avoir confié la distribution de ces denrées à ces gendarmes, ces pompiers, ces agents de la sécurité civile qui sont venus à Mayotte pour aider la population et certains se retrouvaient à ne rien faire, me confiait-il? Il y a eu beaucoup de distributions qui a été confiées à l'armée et à la sécurité civile. Il y a plein d'exemples de distributions qui se sont faites par voie héliportée parce que ce sont des zones qui étaient peu accessibles, en liaison avec les communes et dans certains villages. Je prends l'exemple de Vaïbé par exemple. On a livré à Vaïbé et c'est l'armée qui a livré. Mais dans d'autres endroits, non. Pas systématiquement, mais si vous voulez, le système, il a été organisé en fonction de ce que voulaient faire les maires. C'est-à-dire que moi, j'ai fait parfaitement confiance aux maires. Et d'ailleurs, la confiance que j'ai vis-à-vis des maires n'est absolument pas remise en cause. Il n'y a pas eu de difficulté de distribution. Il y a peut-être eu un manque de denrées, selon eux, avec la difficulté d'honorer l'ensemble des demandes dans tous les villages. Mais dans l'ensemble, le système a parfaitement bien fonctionné. Donc, moi, je ne veux pas participer à cette polémique, qui est une polémique, encore une fois, inutile, qui vient nourrir certains esprits aigris. Je les entends, encore une fois, vociférer. Moi, c'est pas mon sujet. Mon sujet, c'est d'essayer... Est-ce qu'ils sont aigris ou est-ce que... parce que j'ai discuté avec des maires qui se disent vraiment touchés dans leur intégrité quand ils se retrouvent accusés d'avoir volé des denrées alimentaires à destination des plus démunis. Ils disent, alors que nous, on a fait le job, on a distribué pour le compte de la préfecture ces denrées. Il n'y en avait pas assez. C'était des fois, on ne comprenait pas trop ce qu'il y avait comme don, mais on l'a quand même fait sans rien dire. Et puis au final, on nous accuse d'avoir volé. Qui porte l'accusation aujourd'hui ? Et ils ont l'impression que vous avez validé la chose. Non, mais qui porte l'accusation ? Est-ce que le préfet a porté une accusation quelconque ? Est-ce que le préfet a porté une accusation ? Je répète ma question. Le préfet n'a porté aucune accusation. J'ai eu un contact avec le journaliste du Monde. Je lui ai fait part d'un témoignage que j'ai eu pendant mes nombreuses visites dans les communes, où un certain nombre de personnes m'interpellaient en me disant « Monsieur le préfet, on ne reçoit pas les denrées ». Donc, moi, j'ai simplement posé une question. Comment est-ce que les denrées ont-elles été distribuées ? C'est la simple question que j'ai posée. Est-ce que le préfet de Mayotte a porté une quelconque accusation à l'égard des maires ? Non. C'est un article du Monde. La liberté de la presse, le journaliste a fait des enquêtes. D'aucuns considèrent que cette enquête est orientée, qu'elle aura été choisie, que certains interlocuteurs ont été sélectionnés. Mais est-ce que le préfet de Mayotte a porté une accusation ? Absolument pas. Donc passons cette polémique, continuons à travailler avec les maires. On va sortir de cette polémique et on va aller du côté du port de Longoni. On constate qu'aujourd'hui il y a beaucoup de conteneurs qui restent bloqués à Longoni. Est-ce qu'il ne faudrait pas une réorganisation, qu'on travaille, on va dire faire les 3-8 au port de Longoni pour arriver à faire sortir ce conteneur et remplir les rayons des magasins? C'est exactement le travail que je fais depuis 1 mois maintenant, avec plusieurs mesures qui sont engagées pour fluidifier la sortie des marchandises du port. Première mesure, j'autorise le transport par camion le dimanche, à titre dérogatoire, pendant les 4 dimanches du Ramadan et probablement après, si la nécessité s'en fait ressentir. Deuxième mesure, le port, sur ma demande, ouvre de 6h30 à 15h et non plus de 7h30 à midi. On a élargi la plage permettant aux transitaires de venir au port. Ça va permettre de faire non pas 2 rotations, mais 4 rotations. Et j'ai fait une réunion cette semaine avec le port qui me dit qu'effectivement, à partir du moment où on a ouvert cette plage horaire le dimanche, eh ben on est passé de 2 rotations à 4 rotations. Donc ça veut dire que c'est une mesure positive.
J'ai de nouveau une réunion la semaine prochaine avec le port pour rendre compte de l'effet de ces mesures. Et j'ai dit au port que si jamais ces mesures n'étaient pas encore suffisamment importantes pour libérer davantage, nous serons amenés à prendre de nouvelles mesures et probablement des mesures pour permettre la circulation des camions à d'autres moments. Donc nous y travaillons. Je pense que chacun a bien compris que le préfet de Mayotte était extrêmement attaché au fait que le ramadan se déroule dans les meilleures conditions. Je vous rappelle que l'année dernière, on sortait d'une période de barrage. Là aussi, j'avais mis un coup d'accélération pour faire en sorte que ce ramadan se passe bien. C'est mon objectif principal. J'aimerais qu'on parle de la crise de l'eau. On parle d'un durcissement des tours d'eau d'ici la fin de ce mois de mars. Les retenues collinaires sont à moitié pleins aujourd'hui. Est-ce qu'on ne paye pas les erreurs du passé? Ne pas avoir curé ces retenues collinaires, c'était en 2023, je pense, ne pas avoir curé ces retenues collinaires. Je crois que le problème de l'eau à Mayotte n'est pas simplement le fait de curer les retenues. Mais ça serait peut-être un peu plus rempli aujourd'hui. La terre n'absorberait pas l'eau. La question, malheureusement, elle est la suivante, c'est que la saison des pluies est mauvaise. La saison des pluies est mauvaise. On avait une saison des pluies en 2023 qui n'a pas été bonne. On a eu une saison des pluies en 2024 qui a été bonne et on n'a pas eu de difficultés sur la fin de l'année. Nous avons une saison des pluies en 2025 qui n'est pas bonne. On a des retenues qui sont à moitié remplies. 40-50%. Donc, on peut chercher à expliquer les choses de façon détournée, mais la raison principale, c'est que la saison des pluies n'est pas bonne. Les 2 retenues collinaires ne se sont pas remplies. Heureusement, les nappes phréatiques, elles, sont mieux remplies. Les rivières le sont aussi. Mais on a des retenues collinaires qui ne sont pas bonnes. C'est la raison pour laquelle je pousse les feux. Et nous sommes en bonne voie pour obtenir la totalité des terres de la 3e retenue collinaire pour la fin de l'année 2025, pour qu'on puisse avoir la 3e retenue collinaire le plus rapidement possible. Alors, le plus rapidement possible, mais ça prendra quand même quelques années. Alors, qu'est-ce qu'on attend pour mettre à disposition des foyers un système de récupération des eaux pluviales? Ça fait partie du plan d'équipement que nous allons engager dans le cadre de la reconstruction de Mayotte, en ayant effectivement ce souci de se dire reproduisons la technique des anciens. Les anciens avaient tous des cuves, avaient tous des réserves. Au fur et à mesure de l'évolution de la vie, de la société. Mais ça fait des années cette crise de l'eau et pourquoi on met autant de temps pour finalement ça serait peut-être le système le moins coûteux de tout ce que l'on avance, usine de dessalement, retenue collinaire, etc. Mais je pense qu'on ne peut pas s'empêcher de tout faire. Il faut une retenue collinaire. Il faudra une usine de dessalement, il faudra avoir des forages, il faudra avoir un travail sur le réseau pour limiter les fuites, et puis il faut se poser effectivement la question de la ressource individuelle qui est une des solutions. Mais si on ne s'attachait qu'à la ressource individuelle et des cuves individuelles dans les maisons, et qu'on ne faisait pas tout le reste, tout ça ne servira à rien. C'est la multiplication des solutions qui permettra de faire face à l'avenir à la crise de l'eau. Est-ce qu'on va vers l'interdiction des manzarakas dans les mois à venir ? Non, moi je n'ai jamais été sur le principe de l'interdiction. Une restriction pendant un certain temps. Non, il faut faire appel à la responsabilité de chacun. De la même manière que je circule sur une route encore cette semaine, je m'aperçois que quelqu'un est en train de laver sa voiture sur le bord de la route avec de l'eau, alors que tout le monde a besoin d'eau. Moi j'en appelle à la responsabilité de chacun. Lorsque le grand cadi, lors de la crise de 2023-24, dit dans les mosquées, utilisez moins d'eau parce que c'est autorisé par la loi, et donc faites attention, ça marche. Je fais appel à la même responsabilité des uns et des autres. Essayer d'avoir un comportement qui soit un comportement raisonnable et responsable. Donc les manzarakas, on ne va pas les interdire. En revanche, on va forcément appeler à une forme de responsabilité, oui. Dernière question, vous avez autorisé le brûlage des déchets ménagers sur le parking relais de Ajangwa, une mesure pas très écologique, mais qui est aussi du coup dangereuse pour la santé des riverains qui aujourd'hui s'en plaignent. Pourquoi ce choix et pourquoi ne pas faire partir ces déchets ailleurs pour une incinération ? Mais parce que le problème, c'est qu'on a 6000 tonnes de déchets à la suite de Chido, que sur ces 6000 tonnes, il y en a 3000 qui vont partir vers le Sidevam, et qu'il y en a 3000 qu'on va effectivement brûler, parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas de système économique à la fois soutenable et acceptable, permettant d'exporter ces marchandises pour aller les brûler ailleurs. Il n'y a aucune solution de brûlage, ni à La Réunion, ni dans les pays de la zone. Donc on est obligé d'avoir une solution qui permette de libérer et qui va mettre en danger la santé des riverains et des Mahorais. Écoutez, on a un organisme qui est destiné à la mesure de la qualité de l'air à Mayotte.
aucune alerte sur la qualité de l'air n'a été donnée. Oui, mais quand vous entendez les riverains râler, s'en plaindre, c'est qu'il y a une raison. L'odeur, on sait très bien que c'est dangereux pour Alors la santé. attention, on peut distinguer l'odeur de la menace contre la santé publique. L'odeur, c'est une chose, elle est regrettable, elle est temporaire, et on essaye de faire en sorte d'avoir choisi un site le plus proche de la mer qui soit sous le vent. Quand on brûle du plastique, c'est pas dangereux pour la santé. Mais la question, c'est que à partir du moment où on a reçu l'autorisation par nos autorités gouvernementales, et notamment par les autorités environnementales, de pouvoir brûler des déchets, c'est que toutes les mesures qui ont été faites pour mesurer les dangers ont été effectuées. Donc si on le fait, c'est qu'il n'y a pas de danger pour la santé publique, sinon on ne le ferait pas. Voilà, moi je ne peux pas faire une chose qui serait dangereuse pour la santé publique. J'ai reçu une autorisation de l'autorité environnementale pour le faire dans des bonnes conditions, avec une mise en œuvre qui justement n'est pas dangereuse pour la santé. Je déplore que ça puisse entraîner un désagrément, notamment olfactif, pour mes concitoyens qui habitent à côté de cette zone-là. Mais il n'y a pas de danger pour la santé publique, Est-ce qu'on a été mesuré au moment où justement on brûlait? Mais bien sûr. On a été mesuré, bon. Bien sûr. Fin de cet entretien. Mais vous allez rester avec nous. Avec grand plaisir. Fin de cet entretien. Merci beaucoup, François-Xavier Buville. Merci beaucoup, Kalatoumi Abdilhadi, pour cet entretien. Vos questions, amis auditeurs, dans quelques instants. Mais d'abord, l'essentiel de l'actualité avec vous, Aliata Dalani. Habari zatu haukuti na wawe bibi Zaliata, karibu. Marhaba kamar watukufu timwezini mahabari haukuti de yanu wade washikungunya hungia maore nyumba ya unono airesi ijuza ambapo mtu mmoja asikwa na ojana wayakande msafara la renyo bahanuilio amba shikungunya yaoho rangumo hajana airesi surongwa amba pia zizozofanya zifanyiwa pare wade kawasurande harmwa mwezi mtukufu wa tsumunu prefecture ya Ndiso Anisa zibidwa mkirini pare watuwabe wakazi banda kazi sibolo atena mamera jana misada yabelewa de komuni ya Sada Mangaju. Jana ukwari Emmanuel Macron arenge mrongo haulagwa kondo ilio Ukraine raisi wa daula wa yarungwa amba ilazimu majeshi ya Faransa yaengezewe wa yarungwa tena amba ilazimu tsi za Europa zike moja na Ukraine manatia Rusi iyo ya hatwari na Europa. Risurudi hunu maure esemawe wasujuzamba maji kayasi marahafu harmwalidago la vaibe wakazi wasuambiwa ambaye lazimu wayarohote rabuzi kabla huyanwa utunduzi utofanyiwa oraha harmwaskuzi jau. Risuzwa hamba harmwa mwezi maurdeunu walimizi upara marke swafi mana memea za shimaure mauri trovi au mhogo nyengi ununua be mwahaunu bandashido ya bira kazis parhanwa walimizi kawaspara marke uziro harmwa ndima rahatu wababu. Zama daidiano za la posti ya maure zinia zingi harmwa mtutuho ula wa mwezi 11 wa mars watwahazi wa sudai prime exceptionnelle ya euro alfu wa hamsumia ini hiro prime ya retroactivite somahani waja uisudaiwa ya uhali wa maisha yanu de mahabari haukuti kama Marhaba bibi Zaliata, Toparana Tena, Wakatwangina. Vous êtes à l'écoute de la première, amis auditeurs. Vos questions sont les bienvenues. Si vous le souhaitez, au 02 69 60 01 01. Bienvenue. La matinale, parole aux auditeurs. Parole aux auditeurs, monsieur le préfet, avant d'aller au standard avec nos invités, une question que j'ai posée dans cette antenne hier, d'abord concernant les Mouringués. Nous sommes, vous l'avez dit hier dans notre JT, dans une période de paix, de convivialité, de partage. Et on voit ces Mouringués pousser un peu partout aujourd'hui, dans la commune, notamment la commune chef-lieu. On a l'impression qu'on est dépassé parce qu'à chaque fois qu'il y a ces rassemblements de ces jeunes, ça finit toujours par des affrontements entre bandes rivales. Comment aujourd'hui éradiquer justement ces Mouringués, pour moi, illégaux? Alors, ce qui est de la tradition, c'est de la tradition. Le Mouringué fait partie de ces traditions et vous dites qu'il tourne systématiquement à l'affrontement. C'est pas tout à fait exact. On a des Mouringués qui se passent bien. Et la semaine dernière, on en a eu 3, dont 2 qui se sont très bien passés parce qu'ils avaient été organisés par les communes et qu'ils avaient été encadrés par les associations.
Et donc, ce rassemblement qui correspond à une forme de tradition, on peut la discuter, est-elle illégale dès lors qu'elle se passe bien et qu'elle est organisée par la commune ? Non, elle n'est pas illégale. C'est parce que vous avez des débordements qui font suite au moringuet lui-même qu'on est dans l'illégalité. Mais lorsque le moringuet se passe dans de bonnes conditions, et vous me posiez la question des manzarakas, est-ce qu'il faut interdire les manzarakas ? Faudrait-il interdire les moringuets ? Ça fait partie d'une tradition, j'allais dire, d'affrontement, d'initiation, de construction des individus à travers ces joutes. Quand ça se passe bien, personne n'en parle. Et c'est quand il y a un débordement après le moringuet qu'on vient me dire « oui, mais il faudrait l'interdire ». Non, moi j'appelle les communes à continuer à les organiser dans de bonnes conditions. S'il faut de la présence des forces de l'ordre pour contenir la situation après les moringuets, je suis toujours disposé à le faire et nous le faisons. Et donc par conséquent, moi je crois qu'on doit préserver cette tradition-là parce qu'elle est quelque part importante dans la tradition mahoraise. Il y a une vraie culture mahoraise. À ceux qui en doutent, il y a une vraie culture mahoraise. Différente de la culture de l'océan Indien et notamment de la culture comorienne. Il y a une tradition du Chenge, il y a une tradition du moringuet, il y a une tradition des manzarakas. C'est une tradition qui est réelle. Sauf que là, ces moringuets se passent dans des lieux où, je suis désolé de le dire, mais souvent il y a des débordements. Le problème, il est là. Ce sont les débordements qu'il y a tout autour de ces moringuets. Et comment on peut encadrer ça ? C'est tout le travail que nous essayons de faire avec les communes dans cette période du Ramadan pour justement faire en sorte que ça soit organisé et que ça soit encadré et qu'à l'issue des moringuets, faire en sorte que ça soit déroulé, on ait un dispositif de force de l'ordre qui soit suffisamment conséquent pour éviter les affrontements. Et moi, je ne suis pas pour encercler la société mahoraise en permanence, de l'empêcher de faire un certain nombre de choses. C'est des traditions qui sont très importantes dans la société mahoraise en permanence, de l'empêcher de faire un certain nombre de choses. C'est une forme d'initiation qui est importante. On s'affronte, on se teste et on se respecte. Dans le moringuet, moi, ce que je trouve très intéressant, c'est que les deux jeunes gens qui s'affrontent parfois extrêmement violemment. On l'a vu, c'est parfois extrêmement dur, mais à la fin se serrent la main et se respectent. Et moi, je trouve que ça, c'est très important et c'est ce qu'il faut préserver dans la tradition du moringuet. Et ensuite, il faut l'encadrer pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de débordement. Nous allons au standard, monsieur le préfet, avec une question. Vous êtes avec nous. Bonjour, Caribou. Allô ? Oui, bonjour. Oui, bonjour à monsieur le préfet. Oui, bonjour. Bonjour à tous les Mahorais qui nous écoutent aujourd'hui. Monsieur le préfet, j'ai 3 questions qui sont très impertinentes. Je crois que aujourd'hui, la traversée de Mayotte entre les deux îles, la grande et la petite terre, reste très difficile. En tant que préfet de Mayotte, ça vous coûte quoi de réquisitionner la barge de la Colasse pour transporter les camions en tant que préfet de Mayotte? Ça, c'est ma première question. Est-ce que je peux répondre à la première question et puis on continue? Oui, répondez. D'accord. Alors, personne n'ignore que nous avons eu un événement Chido qui a beaucoup endommagé les barges. Nous en avions 6. Il n'y en a plus que 2 qui fonctionnent. Cette semaine, nous allons remettre en marche la Georges Naouda. Ça va donc nous permettre d'avoir une 3e barge. Et effectivement, vous avez raison. La barge Colasse est aujourd'hui en réparation sur le site de la STM. La réparation devrait se terminer à la fin du mois de mars. Et à la fin du mois de mars, je vais réquisitionner cette barge Colasse pour l'utiliser sur le transport des camions et notamment faire passer les camions de déchets, parce qu'on a une difficulté aujourd'hui pour évacuer les déchets de Petite Terre, premièrement. Deuxièmement, dans toute la mesure du possible, faire passer des marchandises commerciales pour alimenter Petite Terre, parce qu'aujourd'hui c'est une difficulté sur Petite Terre. Et enfin, utiliser cette barge Colasse pour les services de secours et les services d'urgence. Donc vous avez la réponse, cette barge Colasse, une fois qu'elle sera réparée, il faut qu'elle soit réparée, puisqu'elle est en un travail de carénage aujourd'hui, elle sera effectivement réquisitionnée, ce qui permettra de libérer de la place sur les 3 autres barges. Alors pour compléter, les barges séchelloises, c'était pourquoi? J'avoue que je n'ai pas très bien compris. Elles sont arrivées, elles sont reparties, j'ai pas compris. Les barges séchelloises, elles avaient vocation à jouer le rôle des barges telles que vous les connaissez de la STM. La problématique, c'est que dans le cahier des charges tel que nous l'avions défini, manquait un certain nombre d'analyses techniques qui faisaient que ces barges ne pouvaient pas accoster de la même façon que les barges actuelles, et que par conséquent, l'utilisation de ces barges n'était absolument pas adaptée aux conditions de Mayotte, et par conséquent, on a dû... et ça, on ne pouvait pas le savoir avant de les faire venir ici? Écoutez, on a probablement
pêché par manque d'analyse technique sur ces barges. On aurait dû sans doute travailler davantage avec les affaires maritimes pour bien identifier les qualités techniques de ces barges. On s'est trompé sur l'utilisation et malheureusement on ne peut pas les utiliser, d'où la fin des barges séchelloises. Après, j'imagine, monsieur le préfet, que on était à une période d'urgence, donc l'analyse technique n'avait pas lieu d'être puisqu'on était vraiment dans l'urgence. Il fallait faire vite pour avoir quand même. Oui, vous avez raison de le souligner de cette façon-là. Le préfet de Mayotte et ses équipes, moi je salue le travail de mes équipes à l'heure actuelle, on est très engagés pour trouver des solutions parfois rapides et pour répondre à des besoins de la population mahoraise. On le fait par exemple sur le port, on l'a évoqué. Bon, et parfois dans cette accélération du temps, on peut effectivement avoir un manque d'analyse et ça a été le cas pour les barges séchelloises. On écoute votre deuxième question. Alors, la deuxième question, monsieur le préfet. Vous êtes venu à Mayotte, c'est pas il y a... Quand à votre arrivée à Mayotte, il y a déjà ce problème d'eau. Et avant de parler chino, tout ça là, ça c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Mhm. Mais vous allez partir bientôt parce que c'est pas Pourquoi ? pour des temps. Vous voulez me voir partir, monsieur ? Le séjour va finir bientôt, on sait bien comment ça se passe. Ah non, moi j'ai pas du tout l'intention de partir de Mayotte. Hein. Ok, bon, ça c'est bon, c'est une bonne chose. Mais Merci. qu'est-ce que vous attendez, monsieur le préfet, pour accélérer l'usine de dessalement à Mayotte? Moi, je répète tout ça tous les jours parce que l'usine de dessalement à Mayotte, de plus, ça fait c'est pas combien de temps à Mayotte. Je sais qu'en Europe, on a l'usine de dessalement la plus grande de l'Europe en Portugal. Qu'est-ce que vous attendez, monsieur le préfet, pour accélérer ce dossier, soit disant qu'il y a les protections de l'environnement qui vont freiner parce que ça va... On a entendu votre deuxième question. Posez la troisième question parce qu'il y a du monde au standard. Hein. La troisième question qui me choque, quelle est la loi qui autorise à Mayotte, je dis bien à Mayotte, un pompe funèbre à avoir la sirène de la gendarmerie classée en priorité? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, pour vous répondre sur l'eau à Mayotte, et je vous remercie de cette question parce qu'elle est vraiment, vous le savez, elle est cruciale pour moi et l'une de mes missions, le temps de mon séjour, qui va s'allonger, hein, je vous rassure. Je n'ai pas du tout l'intention de partir de Mayotte. Je vous rappelle que je suis pas à Mayotte, mais pour Mayotte et que je suis pleinement engagé pour répondre à ces préoccupations. L'usine de dessalement, je crois qu'on n'a jamais été aussi vite qu'il était nécessaire de le faire. On a une programmation des investissements jusqu'en 2027. On a fait un certain nombre de choses, les forages, on a sécurisé le réseau, on travaille sur la retenue. Maintenant, l'usine de dessalement, je signe l'autorisation de travaux en avril prochain. Dans un mois. Ça veut dire que dès avril prochain, l'usine et la canalisation vont être en travaux et j'espère qu'on va pouvoir mettre en œuvre et en service cette usine le plus rapidement possible. Je crois que sur un dossier environnemental, on n'a jamais été aussi rapidement. Donc on peut évidemment se plaindre que ça n'avance pas assez vite, mais une usine de dessalement de cette nature, normalement, c'est entre 3 et 4 ans. Là, on va être plutôt sur 2 ans et demi. Donc, je crois que vraiment, la procédure, elle avance très vite. Que vous soyez impatient, je vous en remercie. Je pense que chacun a compris que cette usine était vraiment stratégique. Donc, moi, j'avance vraiment sur ce dossier très rapidement. S'agissant des transports mortuaires ouverts par la gendarmerie, écoutez, je vais regarder ça avec une attention toute particulière, mais je n'en ai jamais entendu parler. En revanche... En fait, c'est parce qu'ils ont des sirènes qui leur permettent de passer en priorité, on va dire, sur les routes et s'interroger. Une seule société, hein, pas toutes les sociétés. Voilà, qui, quand il y a des embouteillages, passe en priorité. Donc, ils posent la question, est-ce qu'ils ont le droit de faire ça ou pas ? Écoutez, j'avoue que vous me posez une colle. Je ne sais absolument pas si les dites sociétés ont le droit. Ce que je sais, c'est que dans la tradition musulmane, il faut enterrer le plus rapidement possible et qu'à partir du moment où c'est un transport mortuaire et qu'il faut donc transporter la dépouille mortuaire d'un endroit à un autre pour enterrer le plus rapidement, je suppose que c'est là l'explication principale. Sauf que c'est une société, pas toutes les sociétés. Eh ben, je vais regarder quelle est la société qui utilise ces gyrophares de façon sans doute anormale, mais en tout cas les rappeler à l'ordre si tel était le cas. Nous continuons avec une question, monsieur le préfet, on revient sur les denrées alimentaires, en tout cas les distributions au niveau des mosquées. Une personne nous dit, moi je trouve ça très bien, sauf qu'il y a des gens
qui sont musulmans mais qui ne sont pas pratiquants. Donc qui vont entendre aujourd'hui la distribution se fait à la mosquée de vendredi de Mtsapéré, donc qui vont se ramener. Est-ce que là, ça ne risque pas de s'affronter en disant vous, on vous voit jamais ici, mais vous êtes venus chercher un colis. Donc est-ce que là, au niveau des autorités religieuses, tout a été bien préparé pour savoir à qui on va donner justement, ou n'importe qui sera dans la mosquée aura son colis? Écoutez, je crois que le Ramadan est vraiment une période de paix et de vivre ensemble. Et en tout cas, les contacts que j'ai eus avec les autorités religieuses, notamment hier à Sada et à Mangajou, me laissent apparaître que c'est vraiment une période de paix, de vivre ensemble, que les foutaris sont des moments de partage, que vous ayez des populations qui viennent à la mosquée, pas pour pratiquer, mais pour avoir accès à ces denrées. Je pense que les autorités religieuses ont pleinement conscience que ça doit se passer comme ça. C'est pas une période d'affrontement, c'est pas une période de conflit, c'est une période de paix pour chacun d'entre nous, y compris pour ceux qui ne sont pas musulmans. C'est une période de vivre ensemble, le Ramadan. C'est ça qui est le plus important. Moi, je me pose une autre question. Est-ce que ça n'expose pas les mosquées au vol ? Non, je ne crois pas, parce que tout ça est organisé de façon très précise. J'ai pu constater dans les mosquées que j'ai visitées que les denrées étaient transposées dans des endroits qui étaient bien gardés. Les mosquées sont souvent occupées pendant une bonne partie de la nuit également, parce qu'il y a toujours quelqu'un sur place. Donc non, je ne crois pas que ça expose au vol. En tout cas, écoutez, dans une période où chacun doit se purifier, chacun doit prier, penser que vous en auriez qui pourraient s'adonner au vol, serait quand même un échec collectif terrible. Je ne le souhaite pas. Les agresseurs sur les routes, ils ne choisissent pas le Ramadan ou pas Ramadan, mosquée ou pas mosquée, hein, quand ils veulent agresser, quand ils veulent voler. Écoutez, moi, je garde toujours une grande espérance dans la nature humaine. Je pense que cette période est importante pour tout le monde. Je l'ai fait justement pour faire en sorte que cette période soit importante pour tout le monde et qu'elle se passe bien. J'ai pris la responsabilité de distribuer dans les mosquées, pas pour ne pas le faire avec les communes, je le referai avec les communes dans d'autres circonstances, pour d'autres sujets. Mais j'ai choisi ça parce que j'ai pensé que les foutaris étaient des moments importants. Et je ne vois pas beaucoup de critiques de la part de mes compatriotes sur le fait de le faire ainsi. Monsieur le préfet, nous avons quelqu'un de l'environnement qui nous pose aussi une question très importante et je trouve que elle est quand même importante à poser ce matin en disant, on a vu tous les ministres venir après le passage du cyclone Chido. La question qu'il vous pose, c'est que est-ce que la ministre de la Transition écologique, de la biodiversité, de la forêt et de la mer, de la pêche est prévue pour venir à Mayotte? Parce que quand on regarde notre faune et notre flore qui est bien touchée aussi, est-ce qu'elle va venir? Est-ce que vous avez des échos dessus? Écoutez, je ne maîtrise pas, comme chacun le sait, l'agenda des ministres. En revanche, la question est tout à fait pertinente. Chido a beaucoup endommagé notre territoire. J'emploie souvent l'expression scarifier la nature. On la voit bien extrêmement touchée. Ça n'empêche pas les services de l'État et notamment la DEALM de travailler sur ces sujets-là. Évidemment, la question est pertinente. J'en ferai part à Madame la Ministre pour la sensibiliser sur le fait que Mayotte a besoin d'une attention particulière, mais au-delà de l'attention que pourrait porter la Ministre, les services de l'État dédiés à l'environnement sont à l'œuvre pour apporter des réponses dans tous les domaines. La question de l'eau, évidemment, la question de la forêt, on est en train de réfléchir à une reforestation. Enfin, on a tout un ensemble de programmes qui montrent que l'État est très attaché à cette question naturelle. Et puis moi, je redis encore une fois ma volonté, mon souhait de voir inscrit le récif de Mayotte au patrimoine de l'UNESCO, parce que je pense que c'est un élément essentiel de la protection de l'environnement, aussi bien maritime que terrestre de Mayotte. Donc je remets ce sujet sur la table, et je pense que c'est un sujet qui pourrait effectivement être repris par mes autorités politiques. On retourne au standard avec vous. Bonjour, Caribou. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Oui, moi j'ai deux questions concernant l'agriculture. Une question concernant l'agriculture et une autre sur les prix sur les importations. Donc la première question, les agriculteurs sont actuellement en attente des paiements des aides exceptionnelles. Donc on voulait savoir si Monsieur le Préfet pourrait nous dire un peu plus sur quand les signatures des circulaires pourront être faites, pour qu'on puisse au moins avoir l'aide exceptionnelle.
Et la deuxième question concerne les prix des denrées des transports maritimes, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'aides qui sont bloquées en métropole parce que les prix des fret est trop élevé. Est-ce que ça serait possible d'avoir un arrêté pour pouvoir diminuer ce prix-là rapidement, s'il vous plaît? Merci beaucoup pour vos questions. Sur la première question qui est cruciale pour moi, je l'ai toujours dit, un objectif de rétablissement extrêmement rapide à la fois de l'agriculture et de la pêche. On a travaillé avec le secteur agricole, on a travaillé avec la chambre d'agriculteurs, on a travaillé avec les jeunes agriculteurs, avec les jeunes agriculteurs, on a travaillé avec l'ensemble des acteurs de l'agriculture, et on a aujourd'hui un processus qui est arrivé à maturité, qui a été extrêmement rapide. On a déjà versé un certain nombre d'aides d'urgence, on a les dossiers qui ont été remplis, on a les premières aides qui vont arriver dans les prochaines semaines, les circulaires ont été signés, et par conséquent, on est désormais plus que dans la question du paiement. Et donc moi, je salue d'ailleurs la direction de l'agriculture et de la forêt qui a énormément travaillé, vite, qui l'a fait en concertation avec tous les acteurs pour faire en sorte que nous puissions apporter une aide rapide. Pour moi, l'objectif était la question des semences et des boutures. Il fallait absolument apporter une aide rapide aux agriculteurs pour leur permettre de replanter dès maintenant, parce que le cycle végétal, c'est dans 6 mois, 9 mois, notamment pour la banane, notamment pour le manioc. On sait que ça met 6 à 9 mois pour pousser. Donc il fallait replanter dès maintenant. Et donc tout ça est bien engagé, et je suis extrêmement confiant. Dans cet intermédiaire, j'ai autorisé l'importation de marchandises agricoles des prix de la zone, et je le fais en liaison, évidemment, avec le conseil départemental, puisque c'est lui qui est responsable du développement économique. Ce qui me permet de faire la transition avec votre deuxième question. Moi, je peux travailler sur les prix, et je le fais notamment sur l'eau, en bloquant le prix de l'eau. Mais je le fais forcément lorsqu'il s'agit d'importation, en liaison avec le port et le conseil départemental, puisque vous avez une dimension fiscale dans l'importation. Moi, je ne peux pas bloquer un prix si je ne le fais pas avec le conseil départemental, puisque c'est l'une de ses ressources à travers l'octroi de mer. Donc moi, j'ai une obligation de travailler avec le conseil départemental pour cela. Et puis, il y a une autre question, monsieur le préfet, qui est arrivée tout à l'heure, en revenant un tout petit peu sur ce qui se passe sur Mamoudzou. On a vu ce qui s'est passé il y a 2 jours, je pense, du côté de Tsunzu, où la route a été barrée avec des feux de poubelle, des pneus un peu partout. Et le matin, en tout cas, quand on a pris l'antenne, beaucoup des auditeurs nous disaient nos policiers étaient obligés de reculer et de partir parce qu'il y avait une centaine de jeunes, donc ils ne pouvaient pas contenir ces jeunes-là. Donc aujourd'hui, on recule, monsieur le préfet? Il est hors de question de reculer sur l'insécurité. Depuis le début, je me suis engagé sur l'insécurité. Sur Tsunzu, nous avons effectivement, dans un premier temps, dû faire face à une violence extrême, avec des jeunes qui ont été d'une agressivité importante. Et moi, je demande aux forces de l'ordre, dans cette hypothèse, de ne pas prendre de risques pour les personnels. Je ne peux pas avoir des blessés en masse du côté de la police nationale, et à chaque opération de police, nous avons des blessés, et je voudrais saluer l'ensemble des forces de l'ordre pour faire face à ces difficultés et avoir les pensées réconfortantes pour les policiers et les gendarmes qui ont été blessés. Ça a été encore le cas à Iloni Dembéni récemment. Ce que nous avons fait sur Tsunzu, c'est que nous avons repéré les individus, nous avons pris en photo, et on a été les chercher. À la suite de Tsunzu, nous avons fait une 30aine d'interpellations. Ces personnes ont été présentées à la justice. Pour certaines d'entre elles, ne disposant pas d'un titre de séjour, elles ont été reconduites. De la même façon que sur Dembéni et Iloni, 22 interpellations à la suite des événements. On a été chercher les meneurs. Et je mets en garde toutes celles et tous ceux, et je pèse mes mots, qui sont à l'origine de ces affrontements pour des raisons politiques, pour des raisons de contestation des maires, pour des raisons où nous rentrons dans une période électorale où chacun a intérêt parfois à mettre un petit peu de foutoir pour animer un peu tout cela. Moi, je mets en garde les uns et les autres. Vous le savez, en juillet dernier, à Dembéni, on a eu un employé municipal de la commune, pour des raisons politiques, qui a animé tout ça. Cette personne a été traduite en justice. Donc ça veut dire que on n'a pas de génération spontanée de la violence. Ça n'existe pas. C'est commandité pour vous aujourd'hui? Pour moi, c'est organisé. Je le dis sans aucune difficulté. Et donc je mets en garde ceux et celles qui pensent que c'est le bon outil pour préparer les élections municipales. Et donc, il n'y aura jamais de reculade de la part de l'État, jamais. J'ai fait de la sécurité un de mes engagements principaux. Je constate que nous avons des difficultés, mais que ces difficultés, nous les traitons.
Et je les traite notamment en allant chercher des personnes en situation irrégulière qui sont à l'origine de ces troubles. Et quand il faut reconduire, je reconduis. De la même façon que je redis que si il y a un certain nombre de personnes qui sont à l'origine de ces troubles et qui sont des personnes en situation régulière, je suis prêt à dégrader des titres, voire à retirer des titres de séjour et à reconduire à la frontière si les gens n'ont pas compris la méthode. S'ils sont français? Ah bah s'ils sont français, ils seront traduits devant la justice, comme il se doit, à chaque fois que nous le faisons. D'ailleurs, la personne de Dembeni Eloni qui a animé en juillet dernier cette affaire a été traduite en justice. Et donc moi, je n'accepterai pas que pour des raisons politiques, des raisons de clan, des raisons de famille, on aille provoquer les forces de l'ordre avec derrière l'idée de fragiliser un maire. Il en est hors de question. C'est vrai pour Mamoudzou, je prends le parti de défendre le maire. C'est vrai pour Dembeni, je prends le parti de défendre le maire. Et donc je fais en sorte que ces réitérations ne se fassent pas. Merci beaucoup, monsieur le préfet, d'être passé au micro de la première ce matin. À très vite. Merci d'avoir répondu à nos questions.